se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes. C'est maintenant et c'est pour vous sur Radio Nîmes 92.2. Quand l'ascenseur du mensonge tombe en panne, la suite. Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, nous avions quitté les hippies testeurs de substances à Woodstock. Continuons notre descente de l'escalier de la vérité car l'Amérique ne s'en tint pas là. On alla bien plus loin que les expériences sous acide. Au Allen Memorial Institute de Montréal, on travailla à détruire le mental des patients. Sous la direction de Donald Evan Cameron, l'un des plus prestigieux psychiatres au monde, des patients, hospitalisés pour traiter des problèmes psychologiques tels des troubles d'anxiété, ressortent à l'état de légumes quand ils en ressortent, après des semaines voire des mois de coma chimique, durant lequel on les déstructure par des traitements électroconvulsifs de plus en plus agressifs, 40 fois plus puissants que la normale. LSD, PCP et autres drogues abrutissantes sont au programme. Qu'ils soient éveillés ou endormis, ils sont soumis à des messages diffusés parfois 20 heures d'affilée au travers de haut-parleurs qu'on implante même dans les oreillers. Le sujet de l'expérience est volontairement privé de toute sensation à la fois tactile par des mains entourées de bandages, visuelle par un séjour dans l'obscurité et sonore par une saturation de son. L'Institut bénéficie de 60 000 $ de subventions par la CIA, soit 600 000 $ actuels, afin de mettre en pratique une théorie de Cameron, selon laquelle le cerveau humain est comme un ordinateur qu'on peut reprogrammer après avoir effacé les souvenirs et avoir réduit le cobaye à l'état infantile. Il n'y a plus alors qu'à y implanter des idées à l'insu du malade. Ce n'est qu'en 1971 que cesseront définitivement ces tortures militaires délirantes administrées sous les directives du respectable Dr Cameron, le même homme qui avait été chargé d'évaluer les nazis lors du procès de Nuremberg, lorsqu'avait vu le jour le code du même nom réglementant l'éthique lors des expérimentations humaines. Afin, paraît-il, de comprendre comment les Allemands avaient pu exécuter les directives de la Shoah et de cerner pourquoi 15% des prisonniers nord-coréens restaient insensibles à tout lavage de cerveau, on lança le programme Milgram. Entre 1960 et 1962, le professeur Stanley Milgram et son équipe font paraître des petites annonces afin de recruter des candidats à un soi-disant apprentissage. En fait, l'expérience consiste en un test de mesure de la soumission des exécutants à des ordres, y compris et surtout à des directives censées entraîner des souffrances sur les sujets de l'étude. Pour 4 $ pour une heure de test, plus 50 cents pour les frais de déplacement, les recrutés de toutes origines et toutes classes sociales et d'une fourchette d'âge comprise entre 20 et 50 ans vont se livrer dans les locaux de l'université de Yale à des expérimentations ayant pour objet l'efficacité des punitions sur l'aide à la mémorisation. En clair, on met en présence un technicien, un enseignant questionneur et un élève. Le technicien et l'élève sont deux comédiens complices dans cette expérimentation dans laquelle le cobaye est en fait l'enseignant. Ce dernier est informé que si son élève répond de travers, il recevra une décharge de 45 volts. On soumet l'enseignant à ladite décharge afin qu'il puisse mesurer le degré de souffrance qu'il va infliger à l'élève défaillant, puis on fait mine de tirer au sort pour déterminer si la recrue sera enseignant ou élève, et le trucage fait que le cobaye involontaire se retrouve toujours avec la casquette d'enseignant. Le questionneur dicte des mots à l'élève qui doit les restituer. En cas d'erreur, l'enseignant doit, après l'avoir annoncé, envoyer une décharge qui augmente à chaque fois de 15 volts. Dans l'autre pièce, l'élève simule la douleur en variant ses réactions au fil de l'augmentation du voltage, gémissant à 75 volts, se plaignant de souffrance à 120, hurlant à 135, suppliant qu'on arrête à 150. Certains enseignants hésitent à poursuivre, mais ils sont incités par le technicien, qui précise que leur responsabilité ne sera pas engagée. On poursuit donc. L'élève lance alors un cri violent à 270 volts et annonce, quand la décharge atteint 300 volts, qu'il ne répondra plus. Son absence de réponse étant alors assimilée à une erreur, appelant une nouvelle décharge. L'expérience est conçue pour que les enseignants les plus obéissants actionnent les 3 manettes distribuant du 450 volts placées après celles qui mentionnaient « Attention, choc dangereux ». Quand les tests sont terminés, on débriefe en expliquant au cobaye que son élève
n'enduraient en fait aucune souffrance et en s'attachant à soulager la conscience du tortionnaire sur commande. 19 variantes de l'expérience Milgram furent appliquées au travers de 636 cobayes pour une moyenne de 65% d'obéissance aux ordres. Parfois, on corse le test en confrontant l'enseignant à 2 techniciens, aboyant des ordres contradictoires. Milgram théorise que même dans les sociétés dites démocratiques, il y a place pour ce type de dérapage. Des répliques de l'expérience furent menées dans différents pays. Même s'il y eut contestation des résultats affichés, ce qui choqua les milieux scientifiques, en fait, ce fut non pas le degré d'obéissance servile à des tortionnaires, mais le fait que l'expérience était basée sur une tromperie, la souffrance factice des élèves. On allait bientôt vérifier que l'homme n'a pas besoin d'être embrigadé dans une dictature. Après le 11 septembre, Guantanamo, puis la prison irakienne d'Abu Ghraib, allait prouver que Milgram était peut-être en dessous de la vérité. On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes.
On pourra objecter que chez les Ruskov, on a fait pire. Pour preuve, l'hallucinante expérience de privation de sommeil menée dans les années 40 sous le magistère de Staline. 5 prisonniers politiques furent maintenus éveillés 15 jours d'affilée à l'aide d'un stimulant gazeux qui à haute dose pouvait causer la mort du sujet. En conséquence, les cobayes étaient gardés dans un environnement clos, contrôlés au travers de fenêtres en verre épais et communiquant par microphone interposé. Après 5 jours à ce régime, la paranoïa gagna les sujets, qui passèrent de cris à chuchotements puis à un silence assourdissant. Au 15e jour, ils ne souhaitaient plus être libérés, et l'état physique des 4 encore survivants les faisait ressembler à des personnages de films gore avec leur chair et leurs muscles qu'ils s'étaient arrachés à la main. Non seulement ils étaient encore en vie, mais ils parvinrent à tuer des soldats venus les libérer. Placés sur des tables d'opération pour reconstituer leurs corps mutilés, ils restaient éveillés malgré les anesthésiants, ne réclamant que du gaz et encore du gaz pour leur bien-être. La suite est du même tonneau, les sujets remis en selle avec du gaz finissaient par être atteints de mort cérébrale, l'un avouant avant de trépasser « Nous sommes la folie qui se cache en vous tous ». Horrible, n'est-ce pas? Oui, horrible. Et totalement bidon, car cette expérience russe du sommeil n'a jamais existé. C'est une légende urbaine qui fait les beaux jours de la toile avec plus de 64 000 visiteurs en 2016. En revanche, ce qui suit est absolument authentique. En Arkansas, une compagnie privée collectait du sang dans les prisons et payait le demi-litre $7 pour le revendre 50, partageant le pactole avec le service pénitentiaire d'État, la Croix-Rouge et des sociétés pharmaceutiques dont Bayer qui allaient défrayer la chronique judiciaire pour d'innombrables forfaits. Collecter chez les détenus jusqu'à 1 litre de sang par semaine, puis se tourner vers l'étranger pour l'approvisionnement afin de contourner le contrôle américain dû à l'apparition du sida et de l'hépatite C, ce fut fait et bien fait avec des prélèvements sur des cadavres russes ou sur des populations haïtiennes de bidonville. Bilan, quelques milliers de morts et 40 000 Canadiens frappés d'hépatite. Qu'ajouter à tout cela? Que la marine américaine répandit un nuage de bactéries sur San Francisco, déclenchant des milliers de pneumonies? Qu'en 1955, la CIA testa un microbe à Tampa et que 12 habitants de la Floride en moururent? Que toujours sur la Floride, mais aussi sur la Géorgie, furent expérimentés des largages de moustiques porteurs de fièvre jaune? Qu'en 1966, l'armée répandit un microbe dans le métro de New York? Qu'en 1981, des détenus haïtiens mâles se retrouvèrent avec des poitrines féminines suite à des injections? Que les Américains parachutèrent au-dessus de la Corée du Nord mouches, moustiques, rongeurs porteurs d'anthrax, de fièvre jaune et de peste? Que d'autres moustiques porteurs de dengue furent lâchés sur Cuba? Le gouvernement américain fera tout pour freiner les enquêtes, endiguer les plaintes déposées, mentir toujours, n'avouer jamais et, dans le pire des cas, faire silence. Entre 1940 et 1960, sur le chantier naval de Long Beach, des dizaines de milliers de soldats américains manipulèrent des fûts de stockage endommagés qui libérèrent 3000 gallons de déchets chimiques et contaminèrent les eaux souterraines entraînant des leucémies. À cette époque, et après la fermeture de la base, aucune information ne filtra. Entre 2003 et 2011, les Américains ont collecté des bombes aériennes et des munitions chimiques. Une part fut traitée localement, le reste rapatrié aux États-Unis. Leur élimination en Irak comme aux States fut effectuée sans autorisation de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. La destruction des armes chimiques en possession des Américains devait être effective en 2007. Officiellement, la Maison-Blanche s'est félicitée de la destruction en juillet 2023 de ces dernières munitions chimiques. Un travail colossal concernant des tonnes de munitions entreposées dans 8 États pour un coût total de 42 milliards de dollars. Obus, mines, roquettes ont été percés, vidés de leur contenu, lavés et cuits dans des fours à 800 degrés, tandis que le poison était dilué dans de l'eau chaude, puis réduit en poudre blanche. Les règles internes du Pentagone prévoient la possibilité d'utiliser des armes chimiques à titre préventif et non uniquement en riposte à une attaque ennemie du même type. On retrouve ces armes théoriquement interdites en Syrie, en Irak, en Afghanistan et à présent en Ukraine. La fin doit justifier les moyens, quels qu'ils soient. Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, nous poursuivrons lors de notre prochaine rencontre l'exploration des expériences criminelles du camp du bien sur sa population.